Bienvenue dans la saison 1 de Spiritualité et Thérapie, le podcast. Je m'appelle Sandrine Goss, j'exerce en tant que thérapeute. Face à la multitude de concepts spirituels et de thérapie possibles, j'ai décidé d'aller rencontrer d'autres professionnels pour mieux comprendre ce monde du bien-être. Discussion, réflexion, partage d'informations et d'expériences, ce podcast a pour seul objectif de mettre toujours plus de conscience sur votre chemin et de vous aider à faire des choix plus éclairés au quotidien. Nous poursuivons notre conversation avec Isabelle Malifarge. Aujourd'hui, comment se libérer en utilisant la force de nos intentions et la puissance de notre créativité pour aller vers l'amour de soi. On dit beaucoup faut s'aimer, mais on ne peut pas décider de s'aimer en fait. C'est un long chemin en fait. L'amour de soi vient avec la libération en fait. Plus on se libère, plus l'amour que l'on est, parce que ça aussi, on est créateur, mais on est aussi amour en fait. Voilà. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre essence. On ne peut pas nous enlever ça, c'est ce qu'on est véritablement. Si on n'arrive pas à être cet amour-là, c'est parce que on a plein de contraintes. Voilà. Toutes ces expériences vécues, toutes ces peurs installées font que cet amour que l'on est n'arrive pas à être. Je peux pas décider de m'aimer, je peux pas dire je m'aime, ça marche pas en fait, on le voit bien que ça marche pas. Ouais. Bah oui, voilà. Puis on sait pas comment faire. On sait pas comment faire. Tout et rien dire à la fois. On sait pas comment faire. Je sais pas comment l'exprimer parce que ça, je l'ai vécu. À un moment donné, le cœur il lâche tout. C'est des moments de grâce en fait. Le cœur il lâche tout. Et là, on est amour. On est amour. Et là, comme on est cet amour-là, je m'aime là. Je me rends compte que je m'aime parce que je suis cet amour. Tu vois, voilà. L'expliquer est difficile, il faut le vivre, mais pour le vivre, il faut se libérer. Il n'y a pas d'autre solution, il faut se libérer. Alors revenons sur cette solution ultime, se libérer de quoi et comment ? Se libérer de toutes ces contraintes qui nous empêchent d'émaner notre vérité. Cette vérité qui est une vérité d'amour, une vérité de créativité. Mais et de joie. Oui. N'oublions pas la joie. Mais la contrainte, elle naît de quoi ? Elle naît des peurs, c'est ce que tu disais ? La contrainte, elle naît de toutes ces expériences que l'humanité a vécues depuis la nuit des temps, depuis des millénaires, certainement. Alors, on va pas dire pourquoi c'est arrivé. Tu vois, on parle de la chute de l'humanité. Pourquoi c'est arrivé ? Bon, c'est pas le débat. Et puis j'ai des idées, mais c'est pas, je vais pas dire c'est la vérité, puisqu'on a plein d'idées, tous les êtres éveillés ont plein de choses à transmettre à ce sujet-là, et ça peut être différent aussi. Et après tout, qui a tort, qui a raison, tout le monde a raison. Voilà, je parle du principe que tout le monde a raison. Mais voilà, cette chute, en fait, elle a contraint notre cœur vibrant, notre cœur aimant. Ça a apporté des contraintes. Ces contraintes ont apporté des peurs, et ces peurs ont apporté des enfermements et des distorsions dans notre créativité. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui. Alors après, là, oui, c'est l'histoire de l'humanité qui fait que... alors, ça fait écho avec le principe de spirale dynamique où finalement on retraverse soi-même l'histoire de l'humanité depuis notre arrivée sur Terre. Et généralement, effectivement, c'est la peur qui est le terreau de toute cette croissance. Et s'en libérer, c'est effectivement accepter et dépasser. Donc on est sur la même philosophie, d'une certaine manière. Je vais reprendre cette histoire du feu, en fait, cette image du feu. Je cohabite avec le feu parce que quelque part en moi, je sais que le feu, ça brûle, donc je ne vais pas le toucher parce que je sais que ça brûle, mais je vis avec, donc je n'ai plus peur. Voilà, je n'ai plus peur de lui parce que j'ai traversé toutes ces peurs il peut me brûler, mais il est là, il est dans ma vie et je l'accepte comme il est parce que c'est ce qu'il est. Il est tout ça à la fois. Voilà, il est celui qui réchauffe, celui qui éclaire, celui qui peut faire la cuisine. Voilà, il est tout ça à la fois et je cohabite avec lui. Est-ce que on peut faire le parallèle avec
Et revenir à l'idée de l'amour de soi, c'est aussi aimer ses parts d'ombre. Et donc, quand on accepte le feu dans sa entièreté, avec ses aspects plutôt positifs, même si j'aime pas trop, et plutôt négatifs, et bien du coup, c'est comme si on s'acceptait soi aussi, avec notre part d'ombre, avec le fait que nous aussi, on peut brûler d'une certaine manière, mais on peut aussi réchauffer. Alors, et tu dis aimer ses parts d'ombre, c'est compliqué d'aimer ses parts d'ombre. Hein. C'est très très compliqué d'aimer ses défauts, c'est très compliqué. Et avant d'en arriver à ça, je crois que le premier pas, c'est de les accueillir. Voilà, les accueillir. Les accueillir, c'est... je les vois. Voilà. Je les accueille, je les vois. Et puis, les accepter. Les accepter, c'est les autoriser à exister. Parce que souvent, on réprime nos parts d'ombre et elles grandissent dans l'ombre. Dans l'ombre de leur ombre, elles grandissent, et puis un jour elles explosent en fait, et là il se passe quelque chose de très très inconfortable dans notre vie. Le premier pas aussi, c'est prendre conscience. Voilà. Je prends conscience de mes parts d'ombre. C'est-à-dire, moi j'aime bien cette analogie, c'est quelqu'un frappe à ma porte. Donc je prends conscience qu'il y a quelqu'un derrière ma porte. Après je les accueille. Je les accueille, ça veut dire j'ouvre la porte. Et je les accepte, ça veut dire je les laisse entrer chez moi. Voilà, je les ai reconnus. Ok, je te laisse entrer. Et puis ensuite, il y a tout le processus de... Je les transforme en fait, je les éclaire. Je leur apporte ma bienveillance, déjà. C'est pas mal, hein, ma bienveillance. Je leur apporte de la douceur pour qu'elles se transforment. Et une fois qu'elles sont transformées, je peux les aimer parce que je me rends compte que c'est une part de moi. Oui. Mais j'entends parfaitement, mais quel travail. Enfin, parce que je reprends l'image de je fais rentrer quelqu'un chez moi qui se trouve être une partie de moi. Il y a aussi cette peur de laisser quelqu'un qu'on ne connaît pas, finalement. On ne sait pas ce qui va se passer dans la maison, et ensuite, il faut pouvoir prendre cette distance suffisante pour amener une bienveillance sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et qui peut nous faire peur, effectivement. Alors là, on prend un autre chemin de discussion, parce que effectivement, pour accueillir ces parts d'ombre, pour les laisser entrer en nous, il est important de réveiller la guerrière et le guerrier en nous. Pas avoir peur de ça. Voilà. Et pour pouvoir être ce guerrier, cette guerrière, il faut être bien ancré. Voilà. C'est là toute la difficulté de beaucoup d'êtres, cette histoire d'ancrage. Parce que quand tu es en connexion avec la Terre, avec son énergie, elle te donne cette force. Parce qu'on est des humains, il ne faut pas l'oublier. Voilà. On est des êtres spirituels, on est des êtres humains aussi. Et c'est dans notre humanité que ces parts d'ombre, elles s'expriment. C'est pas dans notre cœur soleil. Le soleil, il est entre guillemets, hein, il est pur. Voilà. C'est tout ce qu'il y a autour qui représente de l'ombre, en fait. Voilà. Et donc cette terre, cette connexion avec cette terre, elle vient nous apporter la force pour accueillir nos ombres et pour avoir après suffisamment de bienveillance, de douceur, pour pouvoir les transformer, et d'amour pour elles. Alors, je suis ravie que tu abordes ce sujet-là, parce que l'ancrage, tout le monde en parle, tout le monde dit comment il faut faire. Oui. Quelle est ta version des choses? Parce que moi j'ai l'impression que c'est presque un combat, justement tu parles de guerrier, mais j'ai l'impression que c'est un combat au quotidien de devoir s'ancrer, penser à s'ancrer, qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer, si c'est, je vais vulgariser, mais si c'est juste s'asseoir et réfléchir qu'on a des racines qui s'ancrent dans la terre, ça paraît de loin, hein, ça paraît un peu superficiel en fait. Comment t'emmènes l'ancrage, toi? Alors effectivement, ça, cette visualisation, c'est une solution. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui ne ressentent pas, qui ne savent pas comment faire. Il y a une solution, hein, c'est de se rapprocher de tout ce qui appartient à la terre, en fait, de la nature, par exemple, les animaux, la nature, le végétal, le minéral, être de plus en plus en connexion avec ces mondes-là. Et ça prend du temps aussi. Le maître mot aussi, c'est la patience. Hein. C'est accepter nos failles, accepter nos difficultés, hein, accepter nos freins, accepter que aujourd'hui je ne peux pas manquer plus que ça.
voilà, se rapprocher du monde de la Terre. Et alors on parlait de créativité, et c'est justement exprimer cette créativité. Alors là, dans le monde artistique, jardiner, faire un beau jardin, c'est de l'art aussi. Faire un tableau, utiliser de la pâte à modeler, de l'argile, tout ça, ça ancre en fait. Voilà. Dès l'instant où on veut perfectionner, intensifier notre ancrage, c'est se rapprocher de la terre et de tout ce qu'elle nous offre en fait. Ramasser des fleurs, ramasser des fruits, voilà, ça intensifie notre connexion à la terre. Alors, ça veut dire quoi la connexion à la terre? Alors, je vais repartir de ce principe-là. Nous sommes un être spirituel, nous sommes un être humain. Notre corps fait partie de la terre. Voilà. Donc, dès l'instant où on touche la terre, on établit une connexion de corps à corps, de notre corps au corps de la terre. On est dans la même, on va dire, vibration en fait que la terre. Ça se manifeste comment? À quel moment tu sais? Parce que je pense qu'il y a aussi cette... alors, c'est encore peut-être un peu mental tout ça, mais comment on mesure la connexion qu'on a à la Terre? Comment on sait, tiens, aujourd'hui j'étais bien ancrée, du coup, je sais que j'ai pu servir ma créativité, je sais que j'ai pu être alignée, j'ai pu avoir des intentions propres, pures. Comment on sait intérieurement, puisque c'est notre corps qui se connecte à la Terre, comment on ressent cette connexion-là? Comment on la mesure? Eh bien, c'est tout simplement grâce au sentiment de paix que l'on a, à cette paix qui nous a envahis en fait. On va faire une grande promenade dans la nature, eh ben, on revient chez nous, wow, on se sent bien, on se sent en paix. Ben voilà. On vient de faire une heure de jardinage, bon, ça a été physique, on a pris du plaisir à le faire, et après on se sent en paix. C'est ça tout simplement, c'est la paix. Voilà, c'est la paix intérieure qui fait que on a installé une fluidité en nous, une fluidité dans nos pensées. On est sorti de notre mental qui tourne en boucle sur des choses qu'on ressasse, qu'on rumine. On est en paix dans notre poitrine, dans notre cœur, on est en paix dans notre ventre. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, si on t'entend, l'ancrage permet d'être en paix, le fait d'être en paix permet l'ouverture du cœur. Oui. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Donc on part du bas et on remonte. Oui, mais ça peut aussi aller dans l'autre sens en fait. Quand on a fait une grande méditation, où là on a vraiment été dans notre cœur et on a contacté des fréquences plus élevées, et là on se sent en paix aussi. Voilà, la paix vient du bas et elle vient du haut aussi. Et c'est trouver l'équilibre entre les deux en fait. Mais si la paix ne vient que du haut, on peut être ce qu'on dit, être perché. Et là, on n'est plus dans la réalité humaine. Et là, on a fui un peu, on fuit notre humanité, on fuit notre rôle d'être humain. Et ça peut aussi faire qu'on a des intentions, on a créé des choses, mais qui ne vont pas se matérialiser. Parce qu'elles ne rencontrent pas le monde humain, le monde de la matière, le monde de la terre. Donc nos intentions, elles restent perchées, voilà, elles restent dans les hautes sphères et elles ne peuvent pas s'incarner et donc elles ne peuvent pas être réalisées dans la matière. Et donc on ne va pas pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. D'accord. Et est-ce que on peut se lever le matin ou plusieurs fois dans la journée et juste émettre l'intention d'être connecté à la Terre? Est-ce que ça suffirait finalement pour être ancré? C'est déjà une bonne chose. C'est un premier pas. C'est déjà une bonne chose parce que à partir du moment où on a émis une intention, voilà, on l'a dit tout à l'heure, tout l'univers, y compris toi qui es en face de moi, y compris toute l'humanité, va participer à cette création. Voilà. Donc sur mon chemin, je vais rencontrer des êtres. Alors, ça peut être le voisin, comme tu disais tout à l'heure, hein. Ça peut être un animal qui va venir me parler de quelque chose, me dire quelque chose. Ça peut être une fleur qui va aussi me dire quelque chose, ou un arbre qui va venir me parler. Je ne vais pas forcément l'entendre, mais je vais ressentir. Et pas forcément ressentir non plus, mais ça va entrer en moi. Et ça va participer à cette intention et à la création de cette intention qui va faire que je vais pouvoir m'incarner un peu plus aujourd'hui et encore plus demain, etc. Et ça va aussi venir me montrer que
y a un frein en moi qui me bloque et qui m'empêche de m'incarner, de me connecter à la Terre, et ça va venir me le mettre en lumière dans ma conscience. Qu'est-ce qui pourrait faire justement parce que s'il y a un frein, on a bien compris que le frein, 99% du temps, est en lien avec une peur. Qu'est-ce qui pourrait me faire peur d'être incarné, ancré, connecté? Alors là, il y a plein de choses. Il peut y avoir des blessures, alors notamment, pour beaucoup d'entre nous, on porte des blessures sexuelles. Voilà, ça c'est un grand frein à l'incarnation. Voilà. Après, il peut y avoir aussi toutes ces mémoires de combats, de guerre, de sang qui a coulé, du fait que l'autre est dangereux aussi. Voilà. L'autre est dangereux, donc j'ai pas envie de m'incarner parce que l'autre est dangereux. Nous sommes des êtres faits d'émotions, en fait. Voilà. Donc nous vivons notre émotion, nos émotions, ça fait partie de l'expérience humaine. On peut pas chanter ça. Voilà. Donc on peut s'en préserver en se protégeant de nos émotions, mais on ne vit pas pleinement. Et ça fait que, comme on ressent les émotions des autres aussi, donc soit on se coupe des émotions des autres et là on est insensible, soit on n'arrive pas à s'en couper et là on est hypersensible, et ça peut faire qu'on se rétracte, on rétracte nos racines et on ne s'incarne pas. Voilà. Finalement, c'est comme si incarner c'est être dans son corps, mais son corps c'est un instrument de souffrance, en mémoire en tout cas. Et c'est ce qui nous coupe, si je t'entends bien, d'expérimenter le corps, parce qu'on a mémoire que ce corps-là, enfin pas ce corps-là précisément, mais être dans un corps, ça a été un moment de souffrance. Tout à fait. Ou émotionnel, ou physique. Oui, tout à fait, parce que toutes nos souffrances, on les vit dans le corps. C'est ça. Donc effectivement, on n'a pas envie d'habiter ce corps parce qu'on doit traverser des zones de souffrance qui sont très très inconfortables. Et alors j'en reviens à cette idée de guerrier, de guerrière en fait. Voilà, c'est parce qu'on a cette énergie. Bon, si on cherche la définition de guerrière, il y a l'idée du combat. Et moi j'aime pas trop cette idée de combat, mais en réalité, bon, on peut pas faire l'impasse en fait de ce côté guerrier-guerrière. Parce que c'est cette énergie qui nous pousse à traverser ça pour vivre cette vie d'épanouissement, parce qu'on est quand même là pour vivre une vie d'épanouissement, parce que la Terre c'est un paradis, on l'a oublié en fait. Voilà, on a oublié que c'était un paradis. Et le but de notre existence, enfin un des buts, c'est de retrouver ce paradis. En tout cas aujourd'hui, on en a conscience particulièrement. On a tous ou moins envie de retrouver ce paradis. On le voit dans les domaines spirituels, mais pas que en fait. Même ceux qui ne sont pas du tout branchés spiritualité, qui n'ont pas du tout cette conscience ou qui ne veulent pas l'avoir, on voit bien qu'ils ont envie d'un changement, ils ont envie de vivre autre chose que ce que l'on a vécu jusqu'à présent. Finalement, en t'écoutant, on se dit que la première, dans la notion de guerrier en tout cas, moi j'entends, forcément on a cette image d'aller au combat, mais pour moi c'est plus dans l'affirmation de soi et reprendre son pouvoir dont on entend souvent parler. Je vais reprendre l'image, le Seigneur des Anneaux, quand il plante son bâton et qu'il s'impose en fait, et il n'y a pas de combat en soi, c'est juste une position ferme en fait qui dit que je suis là, je m'incarne et je prends ma place, et c'est ça qui peut-être peut faire lever les peurs, et ça doit se faire, c'est le deuxième mot qui me reste dans cet échange, c'est la conscience en fait. Il faut vraiment prendre du recul dans tout ce que l'on fait, dit, pense, pour y mettre cette lumière en se disant voilà, là j'ai pris conscience de ce que j'avais fait, dit ou pensé, et je peux agir dessus pour me sentir mieux et finalement être centré sur soi. Tout à fait. Alors, c'est beau cette image de bâton qui se plante, parce que quand il se plante, il y a des ondes qui se dégagent. Exactement. Et c'est exactement comme ça que la créativité, elle s'exprime en fait. Il y a un centre, mon intention, mon désir et les ondes qui se répandent. Et quand mon intention est exprimée avec force et puissance, je vais dire, ces ondes se répandent avec une telle énergie
que ça va se mettre en œuvre. Et moi, je vais associer la force et la puissance parce que pour moi, dans ma vérité, c'est pas tout à fait la même chose, même si ça se rejoint. Pour moi, la force, elle vient de la terre. Et la puissance, elle vient du soleil, de notre soleil intérieur. Elle vient du grand soleil, en fait. Voilà. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, dans l'importance d'avoir autant de force que de puissance, dans l'importance de réunir le ciel et la terre en nous. Voilà. Quand ça s'est réuni et que c'est en parfait équilibre, alors là, waouh, notre créativité, elle est puissante, elle est puissante et forte, et elle se matérialise, et rapidement. Et alors, c'est bien parce que tu fais la différence entre puissance et force. Comment tu la matérialises, cette différence? On a vu la source de la puissance et de la force, mais concrètement, c'est quoi la différence dans la matière? Alors la force, elle vient de notre volonté. D'accord. Voilà, tu as parlé de volonté. La force, elle vient de notre volonté. Donc notre volonté, elle est humaine. La puissance, elle vient de ce que l'on est en réalité. Voilà. Nous sommes un soleil qui s'est incarné, qui a pris une forme, un corps, une humanité. La puissance, c'est la puissance de ce soleil, c'est la puissance que ce soleil, il émane en permanence. Alors, du coup, ça me fait penser, parce que tu dis, on parle de force, on parle de volonté, et moi, dans l'idée de volonté, il y a aussi cette forme de colère ou de rage. Alors, je m'entends. Est-ce que, puisque nous sommes des êtres d'émotion, la colère fait partie de cette émotion-là, on refoule beaucoup la colère en se disant que c'est pas quelque chose de positif, mais finalement, est-ce que cette colère, c'est pas cette volonté qui est étouffée par nos peurs et par ce qu'on vit et qui nous contrarie? Je sais pas si je suis claire dans ma question. Oui, alors c'est très intéressant de parler de la colère. Je vais donner une image. Je suis enfermée dans un filet, voilà, je suis prisonnière d'un filet et j'arrive pas à m'en défaire. Mais à un moment donné, je vais avoir vraiment une énergie qui va gronder en moi et qui va me dire, il ne faut pas que je reste enfermée dans ce filet, j'ai envie de me libérer. Et cette énergie, ça va être une énergie de colère. Pourquoi c'est de la colère? Parce que je vis quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Voilà. Donc c'est une force qui va se développer en moi, qu'on appelle colère, parce que c'est pas juste, et qui va m'aider à me débarrasser de ce filet qui m'entoure en fait. Voilà. Et la colère, parfois elle est juste. Voilà. Elle est juste parce qu'effectivement, elle nous apporte une énergie, elle nous montre qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas juste pour nous, et elle va nous aider à émaner cette force pour nous extraire de cette situation que l'on vit. Voilà. Après, la complexité de la colère, c'est que, on peut rester toute notre vie en colère, et là, on va vivre des expériences en lien avec cette colère, et puis cette colère, elle va nous ronger, elle va nous détruire, ça peut devenir un poison, en fait. Est-ce que... je t'écoute parler et je vois deux images, en fait. Je vois la colère au service d'eux, donc qui amène la puissance, la volonté et l'élan et l'énergie pour sortir et s'extraire. Et donc là, on reprend le pouvoir. Et il y a cette colère qui nous victimise, en fait, qu'on va utiliser et parce que c'est pas juste, on est en colère, on rumine. Et là, on est plutôt dans la victimite, en fait. Oui, et dans l'autodestruction aussi. Oui, par la même occasion. Tout à fait. Alors comment sortir de cette colère qui nous victimise? Alors on en revient à l'amour de soi. On ne peut pas décider de s'aimer comme ça d'un coup. Moi j'ai remarqué que souvent ces personnes qui sont en colère, en fait, c'est trop dur pour elles d'aller voir cette colère, en fait, parce qu'il y a aussi la culpabilité qui vient s'immiscer là-dedans.
Et puis il y a aussi l'histoire, c'est-à-dire que être en colère c'est pas bien. Oui. Depuis tout petit, plein de petits ont entendu c'est pas beau quand t'es en colère. Oui. On n'a pas le droit d'être en colère, sois sage. Et donc du coup, quand on ressent cette émotion-là, quand on arrive à l'identifier, et bien du coup on culpabilise de la ressentir. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est toute une éducation, une transmission générationnelle aussi. La solution, je crois que c'est au cas par cas en fait. Je crois que c'est important, si on se sent en colère toute sa vie, d'aller voir les personnes, des thérapeutes, des personnes qui peuvent nous aider à nous extraire de cette colère victimisante, effectivement, et destructrice. Et c'est effectivement, déjà quand on a identifié qu'on se sent en colère et qu'on se sent mal, c'est peut-être se dire que c'est une émotion et que cette émotion elle est nécessaire et qu'elle met de la lumière sur quelque chose qui ne fonctionne pas, comme tu l'as dit, qui n'est pas juste, et qu'il ne faut pas l'étouffer, la colère, il faut au contraire, alors pas forcément l'exprimer tel qu'on peut le supposer en hurlant ou en frappant quelqu'un, mais il faut quand même la laisser sortir pour que on puisse justement l'apaiser et mettre de la conscience dessus. Cette colère chronique, on va dire, elle nous met en opposition avec les autres, et on en revient à cette histoire d'ancrage. Elle nous empêche d'être incarnés en fait, parce que l'autre est un danger, l'autre est un méchant, donc on ne peut pas se connecter à l'émotion de l'autre, on se protège et on s'enferme dans notre colère et on ne peut pas s'ancrer, et c'est un cercle vicieux en fait. Et finalement ça revient à ce que tu disais au début, et je trouve que c'est un élément important, essentiel finalement. Tu as dit que nous émanions nos intentions et notre créativité, et que tout ça, ça nous revenait de la manière dont on l'avait exprimé. Et que de fait, on est entièrement responsable de tout ce qui nous arrive. Tout à fait. Et prendre son pouvoir, c'est peut-être simplement prendre conscience qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Ça nous fait sortir de cette victimisation finalement. Oui, exactement. Alors je vais te faire une confidence. Moi j'ai commencé ce chemin de guérison pour moi et pour les autres avec le Reiki. Voilà. Et mes premières initiations, elles m'ont fait réveiller une colère contre les autres. J'en avais pas conscience, mais j'étais en colère. Mais franchement, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette humanité ? Qu'est-ce que c'est que ces êtres humains ? Mais voilà. Et c'est là où il faut faire appel vraiment à cette bienveillance qui existe en nous. Elle existe en chacun d'entre nous en fait. Pour se dire, ok, je reconnais cette colère que j'ai contre les autres en fait. Je la reconnais, je l'accepte. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que sinon, on tombe dans ce cercle vicieux de je suis en colère contre les autres, je me sens coupable. Parce qu'en moi, si tu veux, il y avait une scission entre cette humanité qui était en colère contre les autres et cette part de moi, cette part divine, cette part du soleil qui disait, mais moi j'ai envie d'aimer tout le monde. J'ai envie d'aimer tout le monde, mais ça me crée une distorsion dans mon cerveau. Tu peux pas savoir comment c'était inconfortable. Parce que je dis, mais non, mais moi je sais pas, c'est pas moi cette colère là en fait. Bon, c'était mon héritage en fait. C'est ça, c'est que ça. Voilà, c'était mon héritage. Donc il a fallu vraiment cheminer de façon très très importante pour me libérer de cette colère. Mais en fait, il faut pas l'aborder de front cette colère. Parce que si on l'aborde de front, ça va nous rendre encore plus en colère en fait. Il faut détourner. Il faut aller voir les peurs qui sont liées à cette colère en fait. Voilà, aller voir les peurs. Oui, c'est ça. C'est c'est souvent lié aussi, tu l'as dit tout à l'heure, à ce qui n'est pas juste. Donc peut-être à une blessure d'injustice. Tout à fait. Et c'est qui peut avoir été réveillé ici et maintenant, mais qui peut effectivement être porté par une lignée où, si on part du postulat que nous faisons une expérience et qu'on en a fait d'autres et qu'on en fera encore d'autres, que c'est les expériences passées qui sont toujours là en fait de manière latente. Alors on en revient à cette histoire d'intention. Ouais. Parce que y a une expérience, voilà, je vis ma vie tranquillou, je me pose pas de questions, je suis en colère quelquefois, ou je suis triste, ou je pleure, ou bon. Et puis il y a une expérience, la vie m'emmène une expérience qui va tout d'un coup me dire « Ah mais il y a quelque chose qui va pas dans ma vie là, ça me fait mal cette expérience là, comment je peux faire pour ne plus avoir mal ?»
comment je peux faire pour ne plus avoir mal? C'est déjà une intention. Voilà. C'est une intention qui va m'ouvrir un champ de possibilités pour me défaire de cette douleur, de cette souffrance que je vis. Ok. Donc j'ai posé mon intention. Alors là, faut que je sois patiente. Parce que la vie va m'amener des expériences qui vont me faire comprendre pourquoi je suis dans cette situation-là, mais elle va me l'amener à mon rythme. Donc elle va me proposer une autre expérience qui va me faire prendre conscience de quelque chose. Donc on en revient tout comme tout à l'heure, on parlait de la prise de conscience. Ok, cette prise de conscience, elle va me faire poser une autre intention. D'accord, il y a ça qui se passe dans ma vie, il y a cette prise de conscience qui vient, voilà, j'ai vécu ça parce que il y a ça dans mon être. Et bien je vais poser une autre intention, je vais me défaire de ce dont je viens de prendre conscience. Et puis ainsi de suite. Et à chaque fois, je vais poser une intention en fonction de ce qui se présente dans ma vie. J'ai l'intention de m'extraire de cette peur. J'ai l'intention de m'extraire de cette colère. Voilà. Au fur et à mesure, nos intentions vont m'amener encore plus loin sur le chemin, à vivre encore autre chose, une autre expérience qui sera plus douce, mais qui va quand même me faire comprendre quelque chose. Et puis, voilà, et puis au fur et à mesure, je vais développer cette force guerrière, je vais développer cette puissance divine, et puis au fur et à mesure, mon chemin, il va se déblayer. Voilà, je me trouvais dans un chemin de ronces, et puis les ronces, elles vont s'écarter, elles vont disparaître, et puis ça va devenir normal. Et le paysage va se transformer. Et du coup, puisqu'on est dans l'idée de s'incarner et de relier à la Terre, est-ce que, t'en parlais au début aussi, est-ce que le fait de ritualiser ces prises de conscience-là, c'est pas aussi une façon de reconnecter à la Terre? Par exemple, je reprends ton exemple, je viens de penser à quelque chose une intention qui était une souffrance, je repose une intention de m'en libérer. Est-ce que le fait de passer par un rituel, alors certains vont écrire sur un papier, j'ai l'intention de me libérer d'eux et de le brûler, ça ramène à cette connexion d'ancrage, ou est-ce que c'est pas utile? Mais le rituel, ça te permet d'affirmer quelque chose en toi, en fait. Ça te permet d'installer une répétition aussi. Si tu te dis, chaque fois qu'il y a une pensée qui va me traverser, que j'ai envie de faire disparaître, je l'écris sur un papier et je la brûle. Si tu te dis qu'à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas ancrer quelque chose en toi qui va faire partie de toi, et qui va effectivement te permettre d'ouvrir des portes. Voilà. Le rituel, c'est une sacralisation de quelque chose, c'est rendre sacré un événement ou une intention ou un geste, rendre sacré un geste. Et chaque fois que tu vas faire ce geste, ça va t'installer dans un état particulier, en fait. Voilà, ça sert à ça, les rituels. Ça sert à t'installer dans un état particulier. Si tu constates que si tu brûles le papier, après, tu te sens mieux, tu sauras qu'à chaque fois que tu vas brûler un papier avec quelque chose dont tu viens de te défaire, ça va t'installer dans un état particulier. C'est un bon conseil pour peut-être conclure notre échange aujourd'hui. Merci de partager cette expérience que tu as et ces belles intentions. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure? Sachons que nous sommes des êtres créateurs et que nous créons à chaque instant. Voilà. Et l'intention accompagne notre création. Et notre création, elle est puissante et forte. Voilà, c'est la conclusion. C'est très beau. Merci beaucoup Isabelle pour cet échange. Avec joie, merci Sandrine. Si vous souhaitez vous faire accompagner par Isabelle Malifard, je vous retrouverai tous les liens pour prendre contact avec elle dans la description de ce podcast.